C'est ça en fait notre kiff, nous, c'est d'être sur un plateau et gérer le bordel. Parce qu'après on sait que dans le combo, putain, ça va payer. Et c'est un kiff ultra après, tu vois, quand t'as le résultat qui arrive. La jeunesse du projet, en fait, est venue de Fabrice Lambeau, qui est un ami producteur avec qui on avait déjà fait un film, notre troisième film, Aux yeux des vivants, en 2015. 13, ouais, 2013, pardon. Voilà, ouais, 13. Et donc, c'est un ami producteur avec qui on est toujours resté en contact, avec qui on a toujours essayé de développer d'autres projets après Aux yeux des vivants, sans succès. Et un jour, en fait, il est venu nous voir tout simplement en nous disant bah, « Écoutez, moi j'ai découvert un roman d'Alexis Leipzger qui s'appelle Le Mangeur d'âme, que j'aime beaucoup. J'ai acheté les droits, j'aimerais en faire une adaptation. J'ai même commencé à faire travailler de jeunes scénaristes dessus. Donc, est-ce que ça vous intéresse ?» Avec Julien, dans l'absolu, au début, nous, on essaie toujours de privilégier nos projets personnels à ceux qu'on nous propose déjà écrits. Mais on a quand même lu le livre déjà dans un premier temps. Et le livre nous avait assez surpris par sa cruauté, tu vois, et sa noirceur. Donc on s'est dit, ah, c'est vrai que ça pourrait faire un film plutôt sympa. Mais on a attendu le scénario. Et donc quand le scénario est arrivé, il était plutôt bien foutu par rapport au livre, parce que c'est toujours très très délicat, tu vois, d'adapter un roman en scénario. Tu dois condenser 400 pages en 95 ou 100 pages. C'est vraiment un exercice totalement à part et assez périlleux où tu peux vraiment complètement te vautrer. Et là, les scénaristes, Anis Batrel et Ludovic Lefebvre, qui étaient deux jeunes scénaristes totalement débutants, ont vraiment fait un très bon boulot qui a permis vraiment déjà, tu vois, d'accéder à plusieurs aides de régions, notamment, comme la région Grand Est. On a senti avec Julien que ce projet, parce que tu vois, en fait, nous, on travaille sur énormément de projets en même temps, parce qu'on sait très bien que tout ne va pas se faire, où tout va se monter, ne va pas se monter au même moment, et qu'on n'ait pas tous nos œufs dans le même panier. Donc on était sur plusieurs projets différents à ce moment-là. Et quand on a vu que ça commençait à prendre, là vraiment, donc on est monté vraiment officiellement à bord et on a commencé vraiment à s'investir dedans et à travailler vraiment pleinement avec les scénaristes. Mangeur, le dévoreur, la valeur d'innocence. De ce destin des âmes, il nourrit sa puissance. Quand Fabrice Lambeau nous a proposé le projet, il nous a envoyé le roman tout de suite. Et il venait de sécuriser les droits, donc il n'y avait pas encore de scénario. C'est un roman qui s'inscrit dans cette veine du polar français qui marche très fort depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. C'est un roman qui est écrit presque comme tu vois, comme un film en fait. C'est-à-dire que c'est des chapitres très courts, tu vois, avec des cliffhangers assez réguliers. Et surtout, c'est très visuel. Donc le style d'Alexis Leipzger est très visuel. Et donc moi, je me suis tout de suite projeté. Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Les références étaient des références qui nous plaisaient, essentiellement les Rivières pourpres. Et puis, je me suis fait cueillir par la fin. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et donc, du coup, j'en ai parlé avec Alexandre et je lui ai dit, franchement, c'est intéressant, il y a un vrai potentiel. Et donc, du coup, quand on s'est positionné sur le film, c'est vrai que toi, tu préférais lire d'abord le scénario. Et puis vraiment dans le détail, ouais, c'est vrai, moi j'ai eu le scénario avant. Et après j'avais un peu globalisé. Et donc du coup, ce travail d'adaptation, nous, il s'est fait en fait en 2 temps, c'est-à-dire que donc on est parti du travail d'Anis Batrel, donc de Ludovic Lefebvre. Mais nous, quand on s'est vraiment penché dessus, donc en fait, il y a trois grandes phases. C'est-à-dire que la première, c'était déjà de le faire rentrer dans un budget qui soit réalisable, qui soit cohérent, parce que on connaît l'économie du cinéma de genre en France, et donc ça c'est quelque chose que nous on maîtrise, et donc on sait où on peut aller, où on peut ne pas aller, et on voulait surtout ne pas dénaturer l'histoire. Donc ça a été la première réflexion. La seconde, ça a été de l'adapter au lieu de tournage qu'on pouvait avoir en France. Et puis la troisième, c'était de le ramener dans notre univers. Et donc c'était d'essayer d'amener vraiment des éléments qui nous parlaient, qui s'inscrivaient vraiment dans ce qu'on aime.
Et donc ça s'est fait finalement assez naturellement, c'est-à-dire qu'on a travaillé donc avec les scénaristes, les repéreurs, et pour vraiment rendre le scénario le plus cohérent au budget, par rapport au budget, je veux dire, et par rapport à nos envies personnelles en tant que réalisateur, quoi. Et après, en fait, il y a c'est vrai, une dernière phase où c'est vraiment Julien et moi qui avons récupéré l'écriture. C'était pour vraiment le shooting script, la version du scénar qui allait vraiment servir concrètement au tournage. Police, montrez-vous. Car toi, nous, on est modestement scénaristes de nos films, mais il fallait à un moment aussi qu'on se l'accapare en termes d'écriture pure. C'est-à-dire que, tu vois, même si c'est écrit par un autre scénariste, c'est pas notre style. Et puis, les scénaristes ne sont pas réalisateurs, donc des fois, écrivent de façon très littéraire. Et tu dis ça, mes gars, moi, je peux pas le matérialiser comme ça, ce que tu as écrit, parce que c'est trop littéraire, c'est pas du tout cinématographique. Et après, surtout, le scénario devient un outil de communication, en fait, avec toute l'équipe. Donc, tu vois, c'est un outil qu'on doit absolument maîtriser sur le bout des ongles, même s'il ne nous appartient pas. Et on l'avait déjà fait sur Leatherface, qui était notre film américain dont on n'avait pas écrit le scénario officiellement, mais officieusement, en fait, on l'avait aussi récupéré pour le réécrire vraiment avec nos mots, quoi. Et c'est ce qu'on a fait sur Le Mangeur d'âme. C'était vraiment la toute dernière phase d'écriture, tu vois. C'était vraiment à 2 mois du tournage où on a refait une passe dessus, sans les scénaristes. C'était pas du tout une volonté de les mettre de côté, tu vois, mais c'était vraiment une volonté de nous, vraiment de s'accaparer le truc juste avant le tournage. Car là, on avait déjà nos décors, on savait ce qu'on allait pouvoir faire ou pas par rapport au scénario. Et donc, on savait comment le faire. Et on a ajusté là vraiment jusqu'au dernier moment, quoi. L'histoire, dans le roman, elle est extrêmement sombre. Nous, c'est aussi ce qui nous a attirés parce que c'est toujours un défi. C'est intéressant de travailler sur des histoires qui flirtent avec un tabou universel, comme c'est le cas là, et justement de savoir jusqu'où on va, jusqu'où on pousse les curseurs. Ça a été évidemment une discussion qu'on a eue très en amont avec la production. Nous, il a été clair d'entrée de jeu que justement, comme on parle d'un tabou qui est un tabou universel, il était clair qu'on n'avait pas besoin de montrer les choses. Tout est sous-entendu et ça suffit amplement. Le spectateur prononce, tu vois, le mot pédophilie, ça y est, tout de suite on a compris, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est même beaucoup plus puissant parce que justement le spectateur a peur de ça, se dit ah mon Dieu, jusqu'où ça va aller, où est-ce qu'ils vont nous entraîner, qu'est-ce qu'on va voir. Ça c'était assez clair dès le début. Après, nous on a toujours gardé en tête justement l'idée que comme le film était vraiment d'une noirceur abyssale, nous on voulait conserver un côté divertissant en fait, c'est-à-dire que tout comme l'était notre référence principale, donc les rivières pourpres, qui est un sujet qui est horrible, l'eugénisme, et qui est traité pourtant de manière très divertissante, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, il y a des twists, le film est sans temps mort, et donc nous c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'on voulait que les spectateurs passent quand même un bon moment sur un canevas qui est horrible, mais ça reste divertissant et ça reste une vraie enquête. Je vous préviens, c'est pas très beau à voir. En fait, on s'est dit, voilà, il y a quelques scènes sur lesquelles on veut pas renier. On voulait, tu parles donc du gore. Nous, par exemple, ça c'est un des ajouts qu'on a fait par rapport au roman et au premier jet de scénario, qui est de montrer la scène du couple qui s'entretue au petit déjeuner. Pour nous, c'était très important parce que ça agissait comme une récompense, comme un payoff dans le film. Et c'était aussi une manière, pour nous, de jouer avec les attentes du spectateur. C'est-à-dire vraiment de se dire, mais ok, on nous parle de quelque chose, on ne nous montre pas, on nous montre que les résultats, que les corps, que les cadavres, etc. Donc nous, c'est comme ça qu'on l'a approché, où on s'est dit, il faut que ce soit pour le spectateur une espèce de catharsis à la fin et de se dire, ok, d'accord, c'est vraiment ça dont on me parle depuis le début.
c'est une scène dont on nous a beaucoup parlé, parce que justement, même en montage, le distributeur se posait la question, se disait est-ce qu'on a besoin de montrer ça? Mais pour nous, c'était absolument essentiel. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on se frottait au genre du polar. Et donc, c'est une autre narration, en fait. Nous, on s'est retrouvés à devoir, en fait, raconter une histoire avec une progression, avec des indices. Donc, il faut en donner aux spectateurs, sans en donner trop. Il ne faut pas que ça rentre dans quelque chose de trop verbeux, où ça devient chiant parce que, voilà, on donne trop d'informations. Et donc, c'était aussi ce qui nous a excités quand on s'est engagé sur ce projet. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça, c'est voilà, une nouvelle manière de raconter un film qu'on n'a pas encore vraiment expérimenté. C'était aussi ce côté récompense dont je parlais, de montrer les choses. À la fin, c'était aussi notre manière de raconter l'horreur. C'est-à-dire que dans tous nos films, on a toujours au moins une scène graphique. Et donc, c'est comme ça que nous, on se sent de raconter cette histoire. On a toujours revendiqué nos influences depuis le début, parce que de toute façon, je pense que chaque artiste est sous influence, de toute façon, quel que soit ton art. Et après, c'est à toi ou pas de t'en détacher ou de recracher tes influences d'une façon un peu plus personnelle. Et avec Julien, nous, en fait, ce qui nous obsède, entre guillemets, c'est la cohérence, en fait, dans notre filmographie avec nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je regarde la filmographie dans sa globalité de Dario Argento ou de John Carpenter, encore plus de John Carpenter, c'est totalement cohérent. Tu vois, c'est une sorte de filmographie univers qui fait que le mec, en fait, est lui-même cohérent avec ce qu'il est, et ça se ressent dans ses films. Et nous, c'est ce qu'on essaie humblement de faire, c'est-à-dire que les gens, s'ils ont envie d'avoir une vision d'ensemble, se disent « Ah ouais, c'est cohérent ». Tu vois, même si ça part dans tous les sens, et ça, c'est pas une question de qualité des films. Tu vois, tu peux tous les trouver nuls, mais au moins tu peux dire oui, mais c'est cohérent. Mais non, mais vraiment, tu vois, pour nous, c'est super important ça en fait. Et tu vois, on a plein d'amis réalisateurs capables de passer du film d'horreur à la comédie, puis au blockbuster, puis après à des trucs d'aventure, etc. Et nous, on ne sait pas si forcément on serait capable de faire ça. Et même, je ne sais pas si ça serait forcément un bien pour nous. On a même, tu vois, à titre d'exemple, on avait accepté un western aux États-Unis à un moment, et qui est devenu Bone Tomahawk. C'était dans l'absolu sur le papier, tu te dis mais c'est pas pour nous, mais pourtant c'était nous on s'y retrouvait. C'est-à-dire en lisant le scénario, c'est waouh, mortel, je veux le faire. Et tu vois, et c'est ça. Pour nous, c'est ça être cohérent, c'est dire avec respecter ses propres goûts, pas aller forcément dans une sorte d'attente du public ou commercial, parce qu'on fait des films pas ultra commerciaux en fait, mais c'est pas du tout le but. On se dit jamais est-ce qu'on va être commercial ou pas. C'est juste est-ce qu'on va kiffer faire ce film? Est-ce qu'on sera fier? Est-ce qu'il va s'inscrire dans notre filmographie en termes de continuité? L'apparence du mangeur d'âme, dans le roman, il n'était pas du tout montré. À chaque fois, c'était des visions, notamment des enfants, qui étaient en fait celles d'un motard qui est dans le roman, qui portait une tenue de camouflage, une tenue de sniper, et donc qui pouvait donner, parce que ça se passait sous la neige dans le roman aussi, et donner cet aspect un petit peu fantomatique de créatures qui errent dans les bois comme ça, qu'on peut voir au loin se déplacer et qui se font avec la végétation. Et nous, ça a été une des premières envies qu'on a eues, c'était de le matérialiser, c'était de dire on a envie de voir cette créature à travers les yeux des enfants qui la fantasment en fait. Donc il y a eu deux types de réflexions. La première, c'était ces gens-là qui jouent sur la peur avec cette légende ancestrale, comment est-ce qu'ils vont la matérialiser? Donc on s'est dit, c'est quelque chose d'un peu païen, donc on va utiliser des matériaux bruts, quelque chose qui peut être vraiment fait par quelqu'un. On voulait pas quelque chose de très travaillé, de très élaboré. Donc on a demandé aux équipes à la fois des costumes et de décoration de plancher dessus, et aussi des effets spéciaux qui ont fait des croquis, les équipes d'Olivier Afonso de l'Atelier 69. Et donc on est arrivé sur ce masque en toile de jute avec ces bois de cerf fixés dessus. Donc sur les masques, il y a aussi des ronces, des choses. On voulait quelque chose vraiment qui soit très ancré dans un contexte naturel. Et
pour la version fantasmée, donc vraiment fantastique pour le coup de la créature, telle qu'elle apparaît dans les yeux des enfants. Là, on a beaucoup travaillé donc avec Olivier Afonso, qui a designé plusieurs créatures et en fait on l'a vraiment, c'est ce qu'on fait toujours avec lui, c'est-à-dire qu'on en discute et on fait évoluer. Et on avait des éléments qui nous plaisaient sur une de ces sculptures, qu'on a gardé, qu'on lui a fait mettre sur une autre, par exemple le fait que la bouche soit quasiment inexistante, en fait ce soit juste des lambeaux de chair. Et lui a apporté un truc que nous on a tout de suite adoré, c'était le côté chair en fait, c'est-à-dire que il n'y avait pas de différence entre les cornes et la peau, et donc nous ça nous paraissait extrêmement original parce qu'il y avait quelque chose de très organique qu'on n'avait jamais vu avant en fait, de dire c'est une créature en fait uniquement de chair, comme si elle était à vif, ce qui racontait bien la condition des enfants, plus ce design très agressif en fait, d'avoir une plaque osseuse un petit peu comme un buffle, et donc qui donnait un côté justement très menaçant. Et donc ça, c'est vraiment Olivier qui nous l'a proposé, qui a eu cette idée-là et qui nous a qui nous a emballé tout de suite. On s'est dit voilà, là il y a quelque chose de très original qu'on n'a jamais vu avant et qui peut être très impressionnant. Le casting en fait s'est déroulé vraiment sur plusieurs mois. Donc, je crois que sans dire de bêtises que la première à être montée à bord c'est Virginie Ledoyen. Développez s'il vous plaît. Parce qu'avant on avait en fait, sans dire son nom, on avait dealé avec une autre actrice et qui voulait absolument le faire. Et en fait, et ça s'est pas fait pour une bête question de planning, tu vois, comme ça arrive plein de fois. Elle sortait d'une grosse série, donc très vite elle a été mise hors concours et arrivée à donc la fatidique question de qui pour la remplacer. Donc dans une actrice entre guillemets de cette tranche d'âge-là, genre jeune quarantenaire. Et très vite nous, avec Julien, on a posé le nom, parce que l'actrice en question dont je te parle, sans la citer, c'était un choix de la production. Et avec Julien, donc nous, quand on a eu la main mise dessus, on s'est dit non, nous on voudrait donc Virginie Ledoyen, qui est une actrice nous, qu'on adore depuis, c'est notre génération, Virginie Ledoyen. Donc on l'adore depuis toujours. Ça fait depuis notre 3e film qu'on essaie de tourner avec elle. C'est une actrice en plus qui a prouvé vraiment son appétence et son respect envers le cinéma de genre, que ce soit à travers Saint-Ange, à travers Backwoods, qui est un film totalement incroyable avec Gary Oldman, jamais sorti en France, de Coldo Serra, que je vous recommande, qui est un survival à la délivrance incroyable, où dedans elle est totalement, Virginie est totalement magnétique et incendiaire. Ou encore le remake des Chiens enragés, mais donc c'est une actrice qui aime vraiment le genre. Et nous, qui nous fascine par sa beauté et surtout par son jeu, son grain de voix, tout est parfait, absolument parfait chez Virginie. Et ça s'est fait super vite, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a contactée un vendredi et le lundi suivant, elle nous disait oui. Donc là, c'était super. Et donc Virginie a été un peu la locomotive après, tu vois, on a travaillé avec elle autour d'elle pour le casting. Et donc, très vite, une fois que Virginie était à bord, on s'est dit, putain, mais ce serait génial de la remettre face à Bonner, qui est une actrice qu'on adore avec Julien, et surtout, Bonner et Ledoyen ont fait un film en commun, qui est un de nos films cultes avec Julien, qui est La cérémonie de Claude Chabrol. Nous, avec Julien, on est des fous furieux de Claude Chabrol, qui est aussi totalement un de nos exemples à la française. Tu vois, je te donnais Carpenter en guise d'exemple américain, Argento pour l'Italie, mais en termes tu vois, de cohérence de filmographie aussi, Chabrol, il se posait là. C'est-à-dire que tu regardes la filmographie de Chabrol, même s'il a fait plein de genres différents, même le fantastique avec Alice ou la dernière fugue, le film très très noir, et il a ce diamant brut absolu qui est La cérémonie, qui est pour moi un des plus grands films français de tous les temps, et tu avais ces deux actrices incroyables qui se faisaient face et qui ne s'étaient jamais revues depuis La cérémonie. Et donc ça a été vraiment, tu vois, quand on a réussi à avoir Sandrine Bonner sur le film, c'était un vrai kiff, avec ce petit bonus de proposer un rôle totalement hors des clous pour Bonner, qui n'avait pas du tout l'habitude de faire des grandes méchantes comme ça, des ordures finies, et ça l'amusait vachement, quoi. Il y en a qui payent beaucoup d'argent pour voir ce genre de choses. C'est toujours un kiff, de façon de rencontrer des acteurs et de faire des castings, mais là, tu vois, c'était un rêve de cinéphile, quoi. En tout cas, de réunir Bonner et Virginie. Salope, viens là. Pas forcément très familière avec le genre au sens large, et donc elle
Elle s'est montrée très intéressée, mais en même temps, elle avait très peur. C'est-à-dire que tout de suite, elle nous a dit, enfin, on a déjeuné avec elle et elle nous a dit, moi, je connais pas du tout les thrillers, les films d'horreur, le fantastique, mais ça m'attire parce que justement, je l'ai jamais fait. Mais je suis pas très à l'aise, je sais pas si j'arriverai. Je me souviens, c'est Alexandre qui lui dit mais Sandrine, tu sais que tu as déjà joué dans un film d'horreur. Donc elle dit ah bon, mais comment ça? Donc il lui rappelle, il lui dit mais tu as joué dans Saint-Ouen-Nilois et le film quand même s'ouvre sur la mort d'une adolescente abandonnée dans un champ. Et donc ça, c'est vraiment la vraie horreur, l'horreur de la vraie vie, quoi. C'est pas des créatures fantastiques, des vampires, des loups-garous. C'est vraiment traumatisant pour le coup. Donc ça l'a fait marrer et en fait ça l'a vachement détendue, où elle s'est dit mais oui, finalement il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière à mettre entre les genres. Allez-y. Servez-vous si vous voulez. Puis on a été très aidés par sa fille qui adore les films d'horreur et qui connaissait notre filmo et qui l'a engagé, vraiment lui a dit mais vas-y, tu vas t'éclater, c'est super rigolo à faire et tout. Donc, et dans les faits, elle s'est montrée justement très enthousiaste à l'idée d'aller dans des univers comme ça qu'elle maîtrisait pas forcément. Alors quand tu vois sa filmographie, c'est quand même assez mignon, je trouve, à son niveau d'expérience, de se retrouver à se dire qu'elle est intimidée par un genre. Paul Ami, c'est un comédien qui est assez polymorphe. En fait, il est pas très connu, pas très identifié du grand public. Et nous, on l'avait découvert dans Fury d'Olivier Abou. Physiquement, il nous intéressait, et puis il avait un jeu qui dans Fury, il est très impressionnant. Et quand on l'a rencontré, en fait, nous, on marche beaucoup au coup de cœur, et je pense que c'est important dans une phase de casting de se laisser porter par son sentiment premier. Et notre sentiment premier vis-à-vis de Paul, c'est qu'il ressemblait beaucoup au personnage de Franck de Roland, en ce sens qui dégageait à la fois une espèce de virilité presque animale. Il est grand, il est costaud, il est très beau, mais en même temps, il a une tête, il ressemble un petit peu à Belmondo, un petit côté boxeur. Malgré toute la tristesse et la douleur de la disparition, les parents choisissent toujours des photos où leur enfant sourit. Et en même temps, dès qu'il s'exprime, il est extrêmement doux. Il est très presque une naïveté dans sa manière de s'exprimer. Et ça nous a vachement séduit. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire justement de cette dualité-là, qui va vraiment servir le personnage, puisque donc le personnage a un côté comme ça. Qu'est-ce qu'il montre aux gens? Quelle est son armure? Quel est son rapport aux autres? Et qui il est quand il est seul et dans la réalité de ses émotions. Et donc il est tout le temps en train dans le film de mentir, d'essayer de cacher sa véritable identité, et donc de jouer sur ce côté maladroit, un peu gauche, qui sait pas forcément bien s'exprimer en tant que flic, mais qui essaye de paraître, donc qui est toujours dans une espèce d'ambiguïté qui nous intéressait vachement. Donc ça a été finalement assez évident, quoi. Les enfants, t'en as fait quoi? Ah, t'as fait quoi aux enfants? Le film, comme le roman, se déroule dans les Vosges. C'est-à-dire que le roman d'Alexis Epsker, c'est ouvertement les Vosges, il le décrit. Et même, c'est officieusement de voir même Gérard May dans certaines scènes chez Alexis Epsker. Et ça a été vraiment aussi avec Julien, le fait que ça se déroule dans cette région si particulière, c'était aussi vraiment une petite motivation supplémentaire pour accepter le projet, parce que nous, depuis nos débuts, on fait du cinéma entre guillemets régional. C'est-à-dire, nous, on revendique, on n'a absolument aucun complexe à revendiquer notre côté français, 100% français. Il est là pour manger ton âme. Et ça, c'est toujours aussi l'héritage de Mathieu Kassovitz pour nous, en fait. Tu vois, Mathieu Kassovitz, on l'a pas assez dit, mais c'est vraiment un réalisateur ultra important. C'est sûrement le meilleur metteur en scène en France actuellement, même s'il va se remettre à tourner, mais même s'il ne tourne pas assez à notre goût. C'est un mec qui à chaque film nous a, mais waouh. Mais c'est des films qu'on garde encore en référence, quoi. Que ce soit Les Rivières ou Assassin, etc. Et ce qu'on adorait dans Les Rivières pourpres, justement, c'était ce côté totalement assumé, tu vois, ça se passe en province, et puis il y a des gendarmes du coin, les flics du coin, et c'est totalement assumé, mais ça marche. Et donc ça, c'est ce qui nous plaisait aussi dans le Mangeur d'âme, car tu vois, on avait fait dire un petit tour en Bretagne ou dans le sud-ouest avec nos films.
Et cette région-là, les Vosges, nous, c'est une région qu'on connaît très bien parce qu'on tous les ans, on va au festival de Gérardmer et on est vraiment fan des lieux. Et à chaque fois, on se disait, mais ce serait incroyable de faire un film là-bas. Les forêts sont tellement belles, c'est de la moyenne montagne, tu vois, c'est pas non plus de la haute montagne, mais ça a quand même grave son charme, tu vois, parce que c'est très anxiogène, c'est à la fois anxiogène et puis en même temps tu respires, donc c'est très paradoxal les Vosges. Et donc tourner là-bas, c'était vraiment pour nous une condition sine qua non. On n'avait pas ni le tourner en Bulgarie pour le coup, ni en région parisienne. Il fallait pour nous respecter cet emplacement géographique du roman, qui a vraiment son importance, d'où la légende locale en plus, qui est dans l'absolu une légende vosgienne, même si elle n'existe pas. Donc on est parti assez rapidement en repérage, parce qu'on avait eu aussi, tu vois, grâce au scénario, le soutien de la région Grand Est, qui lançait une sorte de label film de genre. On était le premier film labellisé région Grand Est, donc ils nous ont beaucoup aidés en termes de financement et aussi en termes de repérage, c'est-à-dire que les mecs nous ouvraient toute la région, dire qu'est-ce que vous voulez voir. Et c'est un film avec un budget relativement réduit, Le Mangeur d'âme, donc on avait évidemment aucun moyen de reconstruire les décors en studio, car ça coûte évidemment une fortune, et donc il fallait tout trouver en véritable décor, entre guillemets, en dur, en vrai. Que ce soit la maison la plus lambda, tu vois, ce qui est finalement le plus chiant à trouver. C'est toujours les maisons, tu vois, avec Julien, sur tous nos films, on a dû chercher des maisons, beaucoup, ça nous est beaucoup arrivé. Et donc du pauvre petit pavillon jusqu'au sanatorium abandonné gigantesque, tout ça résulte du scouting, des repérages qu'on a fait avec l'équipe pendant plusieurs mois, et avec les scénaristes aussi, comme ça nous permettait de réécrire, tu vois, on partait de la journée en repérage avec les scénaristes. Et le soir, avec eux, on réajustait le scénario en fonction des lieux qu'on avait trouvés. Et ça, c'était une vraie bénédiction parce que, tu vois, pour nous, ça rapporte un vrai cachet authentique au film. Parce que si tu as un peu l'œil, tu peux rapidement sentir des fois que tu es en studio. Et là, ce qu'on aimait bien, nous, c'était vraiment de montrer aux gens, bah non, on n'est pas du tout en studio, que les intérieurs des maisons sont vraiment les intérieurs des maisons, intérieur-extérieur. Il y a des plans, tu vois, sans couper, où on est à l'extérieur, puis on rentre dans une maison. Et ça, je pense que ça participe vraiment, tu vois, à l'immersion du truc. Et qui fait que le film a une certaine ampleur visuelle malgré son budget assez restreint, parce que c'est un film, mine de rien, qui est pas statique, où nos héros se déplacent de spot en spot, tu vois, et chaque spot est de plus en plus waouh, jusqu'à l'arrivée dans le sanatorium, qui est un peu le climax, tu vois, même en termes visuels. Et ça, c'est un truc qu'on a réécrit, nous, avec Julien, qu'on a ramené nous-mêmes. C'est en fait parce qu'il faut savoir que dans le livre de Leipzger, le climax, lui, se déroulait dans un petit chalet lambda, en fait, totalement anodin, et ça tout se passait dans la cave. Tu vois, les affreux Jojo du film faisaient leurs exactions dans une petite cave lambda, mais tu vois, dans un chalet totalement identique à tous ceux que tu pouvais trouver aux alentours. Pour un film, tu as envie de finir sur un décor un peu plus waouh, c'est la base des méchants, tu vois, c'est pas James Bond mais presque. Donc avec Julien, on s'est dit non, nous on aimerait quelque chose de beaucoup plus cinégénique, beaucoup plus cinématographique, beaucoup plus waouh. Et donc on leur a demandé, est-ce que vous avez des lieux abandonnés assez conséquents, avec de la gueule, avec du cachet, pas juste parce que tu sais, des trucs abandonnés dans les Vosges, t'as que ça. Hein. T'as des villages complets abandonnés, on a visité des collèges abandonnés, des hôpitaux abandonnés, et on voulait un peu plus que ça, et très vite est arrivé donc l'Altenberg, qui est le nom de ce sanatorium abandonné à côté de Gérardmer, qui est le nom qu'on utilise effectivement aussi dans le film, et donc qui est un sanatorium abandonné que depuis 12-13 ans seulement, mais qui est dans un état totalement dévasté, mais qui a encore un cachet incroyable parce que le lieu est ouf, totalement dans la forêt, tu vois, avec une maison de maître à l'abandon qui est à moitié brûlée, enfin tu vois, c'est exactement ce qu'on recherchait. Quand on a vu ça, on a fait waouh, mais c'est mortel. Et donc c'était après le plus dur, c'était de retrouver, parce que évidemment, même si c'est abandonné, ça appartient à quelqu'un. Tu peux pas, nous, avec Julien, on fait beaucoup d'urbex, on rentre dans des trucs comme ça sans autorisation, mais là pour le coup, pour tourner, non, tu peux pas ramener 100 personnes, surtout de nuit. On a tourné 4 nuits dedans sans autorisation, et le plus dur, c'était finalement de retrouver le propriétaire, qui était un russe en plus. Donc tu vois, c'est très difficile en ce moment de parler avec les Russes. Donc, mais on a quand même réussi, ça c'était vraiment une satisfaction, parce qu'à un moment on n'était pas sûr de l'avoir, l'Altenberg, tu vois, et donc ça nous faisait chier, parce qu'on disait c'est con parce qu'on se prive d'un truc qui est tellement ouf et qui va ramener finalement pour pas grand chose énormément de production design, quoi.
Tourner dans les vrais lieux, ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup d'inconvénients. Les avantages, c'est, comme le disait Alexandre, on retrouve une véracité, on a une géographie qui est assez unique, donc qui n'est pas pensée juste pour la mise en scène. Donc c'est l'inverse, on doit adapter notre mise en scène. Et ça, nous, c'est plutôt un truc, c'est plutôt quelque chose qui nous stimule. C'est-à-dire que arriver dans un lieu et pouvoir nous penser nos axes caméra en fonction du lieu, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et après, les inconvénients, évidemment, il ne faut pas abîmer le lieu. Surtout là, le chalet, qui est donc un chalet tout en bois, qui nous a été présenté comme, en plus, qui a été remonté avec du bois qui venait de Suède, d'une ancienne chapelle du XIVe siècle. Tu vois, donc ils nous ont mis une pression de fou en disant, voilà, il y a toute une histoire familiale, etc. Donc ça, c'est les équipes de décoration qui rentrent en jeu à ce moment-là, donc qui rajoutent des protections invisibles partout, surtout que c'est des scènes où il y a des projections de sang, du gore. Donc il faut faire évidemment très très attention à la literie et au bois et à tout ce qui peut vraiment être endommagé. Après, il y a aussi, là, on avait un souci, c'est qu'on avait une scène de chorégraphie cascade, donc de bagarre. Et donc là aussi, quand on travaille dans des lieux, des vrais lieux, il faut être très très imaginatif, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'espace qu'on a comme terrain de jeu et s'adapter en permanence. Donc avec les chorégraphes, tout ce qu'on a bossé les mois en amont sur des tatamis, dans des salles dédiées, tout vole en éclats. Mais encore une fois, on trouve que le gain à l'image est tellement fort que pour nous, le jeu en vaut la chandelle. C'est comme quand on a tourné The Deep House, où on a tenu absolument à le faire en vrai, à tourner vraiment sous l'eau. Nous, là, ça faisait partie vraiment de l'excitation du jeu, quoi, de se dire, on tourne dans les Vosges, faut que ce soit des maisons vosgiennes, il faut que ça ressemble à là où on est. 5 morts violentes en 2 jours. Les gens vont commencer à paniquer. Alors le tournage a été assez épique, en fait, du Mangeur d'âme, car je crois qu'on l'a tourné en 33 jours, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ce qui est, dans l'absolu, c'est très peu. Nous, il nous aurait fallu, avec le shooting script, il nous aurait fallu quasiment 37 jours de tournage. Et avec Julien, en fait, alors ça arrive souvent qu'on se retrouve avec des plans de travail qui ne rentrent pas. Ça arrive à chaque film, en fait. Et à chaque film, on dit, faut couper. Et ça fait toujours chier de couper, tu vois. On le fait souvent. Et là, en fait, il y a plein de trucs, on se dit, ouais, mais les gars, on ne peut pas couper. Tu vois, si on coupe ça, il va y avoir un trou dans la narration où, tu vois, on est déjà à l'os, en fait, même si le scénar était assez conséquent, mais on avait réduit pas mal de trucs déjà, tu vois, des persos, des trucs comme ça, etc. Et après, à bout d'un moment, on s'est dit, les gars, non, avec Julien, on voulait vraiment pas que notre petit budget empiète sur la qualité du film. Donc la solution, c'était justement de faire des doubles équipes et de se dire, non, c'est pas grave, dans ce cas-là, ce qu'on fait jamais, effectivement, c'est de se séparer. Sinon, on serait pas un duo, si c'était pour se séparer à chaque fois. Mais c'était ça où on sucre des scènes et le film aurait été très, très, très bancal. Donc là, c'était vraiment, tu vois, une décision crève-cœur, mais totalement utile pour le film. Donc on l'a fait. Alors, j'espère qu'on ne le refera pas souvent, parce que ça faisait chier, parce que des fois, on était vraiment... Moi, j'étais, par exemple, dans une maison, et Julien, il tournait une scène en extérieur. Alors, je passais la tête de temps en temps. Je disais, ça va? Il fait, ouais, mais là, on tourne. Je dis, ah, ouais, pardon. Ça, c'était chiant. Et puis, on était, tu vois, évidemment, on était un petit budget. Donc, même sur certaines... On l'a fait beaucoup, en fait, de splitter sur ce film. Putain, j'y repense là. Mais il y a même des scènes, à un moment, tu vois, on se passait entre chaque séquence, il y en a un qui tournait, les autres arrêtaient de tourner, on se passait le preneur de son, tu vois. Enfin, tu vois, c'est comme ça, c'est de la débrouille. De toute façon, les tournages, même si tu es sur un film à 200 millions de dollars, les mecs qui font des films à 200-300 millions de dollars, ils diront exactement la même chose. Tu vois, ils diront, même quand tu as tout ce qu'il faut, tu fais, ah putain, mais comment on va faire là, ça marche pas, ou il n'y en a pas assez les moyens, et c'est de la débrouille. Et là, vraiment, la condition sine qua non pour entrer ce film, c'était hélas de se séparer. Et après, on a été relativement efficace parce que je pense qu'on a gagné quand même, tu vois, grâce à ça,
au moins 2 ou 3 jours de tournage supplémentaires, entre guillemets, qu'on n'a pas eu physiquement, mais qu'on a eu, entre guillemets, en se séparant comme ça, quoi. Donc c'était vraiment un mal pour un bien. Ah bah il y a des scènes, tu vois, généralement une scène de course-poursuite, c'est pour bien la faire, ou de bagarre, tu vois, généralement c'est sur 2-3 jours, tu vois, pour vraiment être confort. Et nous c'était sur 2-3 heures, c'est-à-dire que, à titre d'exemple, la scène où Paul poursuit un mystérieux jogger sur les grumes qui sont les rondins de bois dans les scieries vosgiennes, ça c'était très casse-gueule parce que Paul n'avait pas de doublure, etc. Et c'était vraiment, on avait vraiment envie de faire quelque chose d'assez, entre guillemets, avec un peu de gueule. Et ça, on l'a tourné en 4 heures. Tu vois, donc ça, c'est en bricolant nous-mêmes. On arrivait sur le lieu, on avait juste un Steadicammer. Et on s'est dit, putain, ça serait chambé. En fait, on n'a pas de matos, on n'avait rien. Et en fait, on a construit une grue avec un Fenwick et des palettes. Mais 1 heure avant le shooting, c'est-à-dire on avait quoi sous la main? C'est, oh putain, il y a un Fenwick mortel, on peut monter, on peut faire monter le Steadicammer dedans, faire avancer le Fenwick, il peut abaisser sa grue, on fait descendre le mec, il le suit, donc on pouvait faire des plans de ouf, comme si on avait une grue. Tu vois pas la différence, hein, si tu le sais pas que c'est un Fenwick conduit par le chef Machino. Donc le making-of était assez ouf à ce moment-là, mais c'était que ça, tu vois, pour en 4 heures essayer de rentrer un max de plans qui est de la gueule et pas juste du champ contre champ statique sur pied. Sans déconner, je pense que c'était vraiment le film le plus dur physiquement à faire, qu'on ait fait, parce qu'on a, justement à cause de cette ambition et ces moyens illimités, et on a fait des trucs qui ne se font pas habituellement sur les tournages, mais qu'on n'avait pas le choix de faire autrement. C'était par exemple de tourner sur un set jusqu'à 14h30, 15h, et après foutre tout le monde dans des bagnoles et faire 40 minutes de bagnole pour aller sur un autre set pour retourner 3 heures, et ça généralement tu cut la journée, et puis non, et nous on ne pouvait pas. Et donc, on a enchaîné même des décors qui avaient 30 bornes entre eux, déplacer une armée, une équipe de cinéma, tu vois, c'est un cauchemar. Donc, c'était très chronophage. Mais c'était comme ça, tu vois, comme les bastons, tu vois, la baston cuisine, elle a été tournée en 2 heures, même pas. La baston de Paul et du monsieur à la hache dans le chalet luxueux, pareil, on a tourné en 2-3 heures. Voilà, de nuit en plus, alors après l'équipe se fatigue et tout, puis tu vois, as plein d'impératifs, etc., comme faire attention au décor, ou faire, enfin bref. Tu as plein de facteurs qui font que ça devient très 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 vite un gros bordel à gérer. Mais après, bon, c'est notre métier de le gérer, ça. C'est ça le métier de réalisateur aussi, c'est pas que de dire des plans et de shooter, non, c'est de gérer l'équipe. C'est de gérer le bordel que va être le tournage, parce que tu es le maître d'œuvre. Et si toi, tu pars en couille, l'équipe va suivre. Donc, et c'est pas parti en couille. Donc ça, c'est aussi notre petite victoire, de se dire, mais vraiment, tu vois, de se dire, putain, on a quand même terminé ce tournage dans les temps, ce qui est ouf, parce qu'on dépassait très peu. C'est ça le nerf de la guerre, hein, tu vois, c'est toujours le temps, parce que le temps est de l'argent au cinéma. Essentiellement, ce qu'on a coupé dans le film, c'est des plans à effet, en fait. C'est-à-dire que notre ADN, c'est vraiment le film fantastique, le film d'horreur. Donc on avait instinctivement rajouté pas mal de visions horrifiques. Et en fait, on s'est rendu compte au montage que quand on a le moment où on cherche le ton du film, en fait, que c'était pas le film. L'idée, c'était de faire un film qui soit axé sur les personnages et qui soit axé sur l'émotion. Nos réflexes de réalisateurs de films d'horreur, en fait, là, avaient pas forcément leur place. C'est-à-dire, par exemple, on a une scène de triple cauchemar de Virginie Ledoyen, qui était au montage, qui est très efficace. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un jumpscare qui marchait très très bien. Mais on s'est rendu compte, en fait, que ce jumpscare faisait perdre l'émotion. C'est-à-dire on installait le spectateur dans une émotion, on lui envoyait un sursaut qui finalement lui rappelait qu'il regardait un film, en fait. C'est-à-dire que le jumpscare, c'est un outil très artificiel. Donc voilà, par exemple, ce genre de choses où on s'est dit qu'est-ce qui est le plus important, en fait. Et là, pour ce film-là, le plus important, c'était pas le tour de roller coaster comme ça a pu l'être pour nos précédents films, mais c'était d'être sur les personnages, sur leurs émotions, et essayer de les rendre attachants et crédibles.
Donc il y a eu ce genre de choses. Par exemple, il y a aussi donc des visions. Il y a une vision du personnage de Franck de Rolland qui voit son fils en fantôme, donc brûlé, qui lui apparaît comme ça dans la chambre. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que le maquillage était super, c'était très efficace, mais on s'est dit, est-ce que là on dessert pas le personnage de Virginie Ledoyen qui elle aussi a des visions, donc si les deux ont des visions, alors qu'on est déjà en train de raconter que ce sont deux personnages brisés qui vont se rencontrer, et donc c'est un peu finalement redondant. Et puis on avait aussi la mort de Sandrine Bonner, qui pour le coup qu'on avait filmé, qui était prévu pour être truqué aussi numériquement, où on la voit donc se donner la mort. Donc elle est derrière le hublot de la porte du crématorium, et en fait elle se taillade avec le couteau. Et de l'autre côté du hublot, il y a donc le personnage de Paul Ami qui la regarde et qui savoure sa vengeance. Alors déjà, on n'était pas très satisfait des effets, mais on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre le paquet en numérique et de faire vraiment quelque chose d'ultra gore, ultra vénère, alors que finalement, dans le déroulé du film, est-ce que c'est pas plus fort de l'entendre en off en train de hurler, puisque juste avant, on vient de montrer les effets de la drogue, ce que ça faisait. Donc est-ce que c'est pas redondant de le remontrer 2 fois et de dire, ah, d'accord, elle est en train de se tuer. Enfin bref, tout ça, c'est le fruit des réflexions du montage, hein, c'est hyper classique. Je trouve que c'est la première fois où on coupe des scènes, parfois à contre-cœur, mais vraiment pour le bien du film. Où vraiment on s'est dit, on a vraiment fait ce travail de balance.